Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé, car les événements de ce monde ont en tout temps des liens autant qu'ils les ont précédés. Créés par les mêmes hommes, animés des mêmes passions, ces événements doivent nécessairement avoir les mêmes résultats, disait Nicolas Machiavel. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de votre magazine d'information, Le Monde en 60 minutes. Le Monde en 60 minutes, cette édition du 9 mars de l'an de grâce 2013 nous accompagnera sûrement vers le Vatican. On se rappelle de ce que le 19 avril 2005, Joseph Alois Ratzinger avait alors 78 ans, désigné pour monter sur le trône de Saint-Pierre. Il devenait le 265e souverain pontife le 11 février 2013 dernier. Benoît XVI, 83 ans, appliquant la loi canon 332 du Code de droit canonique, décidait librement de quitter le Saint-Siège. Ce choix, que certains catholiques croyaient impossible, a fait l'effet d'une bombe médiatique et ouvert une voie à un conclave très attendu dans les tout prochains jours. Depuis lundi donc, les 116 cardinaux électeurs du nouveau pape et les non-électeurs se sont réunis en congrégation générale convoquée par le cardinal Angelo Sodano, doyen du Sacré Collège. Jeudi déjà, après-midi, le père Federico Lombardi, porte-parole, indiquait qu'il était peu vraisemblable que la date du conclave soit fixée le soir même. L'impression dominante est que les cardinaux veulent prendre le temps d'analyser les problèmes rencontrés par l'Église et surtout la curie romaine et surtout être entendus sans passage en force d'une candidature ou d'une autre imposée par ceux qui sont plus familiers des rouages du Vatican. Au cours de cette semaine qui s'achève également, lundi dernier, on parlait de lui comme étant très malade. Malheureusement, mal lui en a pris, pour ne pas le dire ainsi. Il s'appelait Hugo Chavez, pour ne pas dire Hugo Rafael Chavez Fria, qui était né le 28 juillet 1954 à Sabaneta, dans les Llanos au sud du Venezuela, est mort le 5 mars 2013 dernier au Venezuela. Il était le 52e président de ce pays. On l'appelait bien sûr un bolivarien, pour ne pas dire El Comandante. Et aujourd'hui, hier vendredi déjà, on parlait bien sûr de ses obsèques avec la présence de nombreux chefs d'État, sans oublier bien sûr quelques présidents de l'Asie. Autre chose également, son vice-président a tout de suite prêté serment vers 19h, heure locale. On a également parlé au cours de cette semaine qui s'achève de l'affaire de la plainte de Michel Gbagbo contre Guillaume Soro et dit comme zone qui n'est pas spécialement bien tombé pour ce dernier. Le chef du Parlement a cette semaine un calendrier plutôt chargé et le débat autour des actions judiciaires qui le visent a le chic d'empoisonner ses déplacements. Jeudi dernier, donc, Guillaume Soro prenait part à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale du Faso. De vendredi, bien sûr, jusqu'à dimanche, le numéro 2 ivoirien séjournera à l'est du pays, dans l'Indénié, où il sera reçu par le roi Nanan Bouassa Kwasi III. C'est un de ces enchaînements auxquels Soro est aujourd'hui habitué. Il a parcouru ces derniers mois un nombre incalculable de capitales occidentales ainsi qu'africaines. On se demande bien s'il est en train de fuir à la justice. Tous ces sujets et bien d'autres seront bien sûr débattus au cours de cette édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Et comme vous le savez, la première partie est réservée au reportage, la seconde partie est réservée à la presse écrite et bien sûr nos amis et nos confrères de la presse écrite ont bien sûr traité plusieurs informations que nous aurons l'occasion de lire et surtout le plaisir de lire dans quelques secondes encore. Madame, monsieur, veuillez bien vous asseoir. Dans un instant, la première partie de votre édition d'information, elle est réservée au reportage. La polémique reste grande autour de la mort d'Abouzeï et Mokhtar Belmokhtar. Le président tchadien Idriss Déby Itno a réaffirmé lundi que les deux chefs islamites avaient été tués dans des combats dans le nord du Mali, assurant que les corps n'avaient pas été exposés par respect des principes de l'islam. Mais le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a de son côté assuré lundi soir ne pas avoir de preuves de la mort des chefs islamites Abouzeï et Mokhtar Belmokhtar. Les morts de ces derniers, tous deux Algériens, avaient déjà été annoncés par le Tchad en fin de semaine dernière. Mais ni Bamako ni Alger ne les ont confirmés. Le décès d'Abouzeï, un des chefs au Mali d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, semblait cependant se confirmer lundi, tandis que celui de Belmokhtar restait incertain. Dans un discours, le président Déby a réaffirmé
2 des chefs terroristes qui écument le nord du Mali ont trouvé la mort lors des affrontements qui ont eu lieu le 22 février et le 2 mars au nord Mali entre les forces armées tchadiennes et islamites. C'est par respect des principes de l'islam que les dépouilles de ces 2 terroristes n'ont pu être exposées. C'est sur cette base que je peux répondre au ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian qui souhaiterait avoir des preuves, a poursuivi le président tchadien. Sous couvert d'anonymat, un djihadiste d'AQMI avait auparavant déclaré lundi qu'Abou Zeid était mort, mais il avait démenti le décès de Mokhtar Belmokhtar. Abou Zeid a été tué par un bombardement aérien français dans les montagnes des Ifoga et non par les Tchadiens qui étaient à plus de 80 km lors du bombardement, a réaffirmé ce djihadiste. Il a en revanche assuré que Mokhtar Belmokhtar était bien vivant pour la simple raison qu'il se trouvait dans la région de Gao, dans le nord du Mali, mais plus au sud du massif des Ifoga, où il mène des combats contre l'ennemi. Selon lui, Belmokhtar va publier une déclaration dans un proche avenir pour démentir les allégations mensongères du président tchadien. Abou Zeid et Mokhtar Belmokhtar, issus des groupes islamiques qui ont terrorisé l'Algérie dans les années 1990, ont été ensuite les maîtres d'œuvre d'AQMI au Mali, où ils se sont implantés au Niger et en Mauritanie. Ils y ont commis de nombreux enlèvements et exécutions d'occidentaux, attentats ou tentatives d'attentats, et s'y sont livrés à divers trafics, dont celui de la drogue. Suite à ces enlèvements et attentats, l'UNESCO a annoncé lundi à New York qu'elle était prête à envoyer une mission d'experts au Mali pour évaluer les dégâts causés au patrimoine dans le nord du pays dès que la sécurité le permettra. Toutefois, le plan d'action de l'UNESCO pour réhabiliter le patrimoine culturel du nord du Mali, évalué à 11 millions de dollars, n'est pas encore totalement financé, a déclaré la directrice générale de l'organisation, Irima Bokova. Au lendemain de l'annonce pour les autorités d'un coup d'État manqué au Bénin, l'homme d'affaires Patrice Talon, déjà poursuivi pour avoir tenté d'empoisonner le président Boni Yayi, il y a quelques mois, est à nouveau cité comme un des instigateurs du complot. Un nouveau mandat d'arrêt international est en cours contre Patrice Talon, mais il n'est pas encore officiellement délivré. Nous y travaillons, a déclaré lundi le procureur de la République, Justin Benameto. Le procureur avait annoncé dimanche dernier, dans un communiqué, l'interpellation de 2 personnes à Cotonou pour tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État béninois. Selon lui, le coup a été monté par un colonel Pamphile Zamou et un homme d'affaires Johannes Dagnan, tous 2 actuellement détenus. Ceux-ci comptaient empêcher le chef de l'État de rejoindre Cotonou après un voyage en Guinée équatoriale en février et instituer un régime militaire qui contraindrait le président Thomas Boni Yayi à l'exil, d'après le procureur. Ancien allié du président Boni Yayi, Patrice Talon Magnon du Coton, dont on dit qu'il a financé les 2 dernières campagnes présidentielles, est en dispute avec le régime depuis plusieurs mois et ont dû renoncer à un gros contrat dans le port de Cotonou ainsi qu'au monopole des intrants coton selon les observateurs. Il a été désigné fin octobre par les autorités judiciaires béninoises comme le cerveau d'un complot présumé incluant 3 proches du président béninois et visant à l'éliminer à l'ère de médicaments empoisonnés. Déjà sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour cette affaire, Talon avait été arrêté à son domicile parisien début décembre avant d'être remis en liberté moins de 24 heures plus tard. Placé sous contrôle judiciaire, il avait remis son passeport aux autorités françaises. L'avocat français de M. Talon, qui avait qualifié cette affaire de persécution et de manipulation politique à l'encontre de son client, avait estimé qu'il était non extradable vers le Bénin où les risques pour son intégrité physique sont évidents. Thomas Boni Yayi, âgé de 60 ans, ancien économiste, a été élu en 2006 à la présidence et réélu en 2011. D'après les premiers résultats provisoires,
dévoilé mardi peu avant 9 h locales. Après dépouillement de 3,8 millions de bulletins, le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta, qui fait l'objet d'une inculpation de la Cour pénale internationale pour son rôle d'instigateur des violences de 2007, dévance par 54% des suffrages son rival Raila Odinga, l'actuel Premier ministre, qui recueille 41% des voix. Selon la commission électorale, la participation a dépassé les 70%, ce qui signifie qu'au moins 10 millions de bulletins restent à comptabiliser, le corps électoral comptant 14,3 millions de personnes. L'avance d'Uhuru Kenyatta s'est confirmée tout au long de la nuit, même si les résultats restent encore non significatifs, en raison de l'absence de données précises dans les régions où les bulletins ont été dépouillés. L'autre vice-premier ministre, Musalia Mudavadi, est très largement distancé avec à peine plus de 100 000 voix au total. Les 5 autres candidats recueillent actuellement chacun moins de 1% des suffrages. La commission, qui dispose de 7 jours pour proclamer les résultats officiels, n'a pas donné d'indication sur le nombre des suffrages exprimés. Pour prévenir tout soupçon de rétention d'informations, l'IEBC diffuse en temps réel les résultats provisoires transmis par SMS par chaque président de bureau de vote. Fin 2007, la lenteur et l'opacité du dépouillement de la présidentielle avaient renforcé les soupçons de fraude chez les partisans de Odinga, déjà candidat à l'époque. L'annonce de la victoire de son adversaire, Kibaki, qui, à 81 ans, ne se représente pas cette année, avait déclenché une violente contestation ayant dégénéré en affrontement politico-ethnique sans précédent. Plus d'1 millier de personnes avaient été tuées et plus de 600 000 déplacées. Le président guinéen Alpha Condé a reçu lundi des représentants de la classe politique et de la société civile alors que la Guinée est confrontée depuis plusieurs jours à des violences ayant fait au moins 6 morts la semaine dernière. La réunion, qui a duré au moins 1 heure, avait pour but de rechercher les voies et moyens de sortir de la crise que traverse le pays, née de la contestation de l'opposition qui exige des élections législatives libres et transparentes. L'opposition a multiplié les manifestations pour exiger des législatives libres et transparentes, un scrutin repoussé depuis 2011 et maintenant fixé au 12 mai 2013. Le 23 février, elle avait annoncé qu'elle se retirait du processus de préparation des législatives en dénonçant l'absence de dialogue avec le pouvoir et la commission électorale, tout en précisant qu'elle n'envisageait pas de boycotter le scrutin. Le porte-parole de l'opposition guinéenne, Aboubacar Silla, qui a conduit la délégation des opposants, a exprimé sa déception à l'issue de la rencontre. Le camp de la majorité présidentielle, quant à elle, a salué la rencontre. La Guinée a connu la semaine dernière plusieurs jours de violence qui ont fait au moins 6 morts, 5 civils et un policier à Conakry et plus de 200 blessés. Selon le gouvernement, ces heurts ont conduit à l'arrestation de 62 personnes. Les violences avaient débuté le 27 février dans la capitale, alors que l'opposition avait mobilisé des milliers de personnes dans la rue à Conakry et dans les régions pour réclamer des législatives transparentes. Un bâtiment des services de sécurité a été incendié lundi 4 mars à Port Saïd, dans le nord-est de l'Égypte, où 6 personnes, dont 3 policiers, ont été tués lors de violences dans la nuit de dimanche à lundi. L'incendie, qui a démarré au rez-de-chaussée de l'immeuble, entraînait d'importantes émissions de fumée, tandis que des heurts se poursuivaient dans les rues avoisinantes. Des incendies se sont également produits au Caire lundi, près de la place Tahrir. À Port Saïd, des milliers de personnes ont participé lundi aux funérailles des 3 victimes civiles de la nuit, lançant des slogans hostiles aux autorités et au président islamiste Mohamed Morsi, comme le ministère de l'Intérieur est lâche ou dégage, dégage. Les affrontements avaient éclaté dimanche après la décision du ministère de l'Intérieur de transférer hors de la ville 39 prisonniers attendant leur verdict prévu samedi dans un procès concernant des violences qui ont fait 74 morts après un match de football à Port Saïd en février 2012.
Un juge d'instruction français a été désigné pour examiner la plainte pour enlèvement, séquestration, traitement inhumain et dégradant déposée en juin 2012 par le fils de l'ex-président ivoirien Michel Gbagbo, détenu en Côte d'Ivoire. Âgé de 42 ans, il possède aussi la nationalité française et avait été arrêté avec son père le 11 avril 2011 à Abidjan au moment de sa chute. Il est accusé d'infractions économiques dont le détournement de deniers publics. Après une première plainte simple qui avait été classée par le parquet de Paris, Michel Gbagbo a déposé en juin 2012 une plainte avec constitution de partie civile pour enlèvement, séquestration, traitement inhumain et dégradant. Cette plainte vise l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et 9 commandants des forces républicaines de Côte d'Ivoire. De sources judiciaires, on a précisé que la juge d'instruction n'avait pas encore rendu l'ordonnance par laquelle elle dira si oui ou non elle enquêtera sur les faits dénoncés dans cette plainte. Le collectif des avocats de Guillaume Soro a qualifié ces déclarations de pamphlets politiques et souligne qu'à ce jour, le patron des députés ivoiriens n'a été destinataire d'aucun document ou acte judiciaire de quelque nature que ce soit. Selon ses proches, Michel Gbagbo était jusqu'à la chute de son père enseignant et consultant pour un comité gouvernemental chargé d'organiser le retour des personnels de l'État dans les zones abandonnées pendant le conflit inter-ivoirien en 2002. La Côte d'Ivoire a été plongée de décembre 2010 à avril 2011 dans une crise née du refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite à la présidentielle de novembre 2010 face à Alassane Ouattara. La crise a fait 3000 morts selon l'ONU. L'ancien président âgé de 67 ans est actuellement détenu à La Haye par la Cour pénale internationale qui le soupçonne d'être co-auteur indirect de crimes contre l'humanité durant ces événements. Il est le premier ex-chef d'État remis à la CPI. En Chine, la nouvelle équipe dirigeante prend officiellement ses fonctions. Quelques 3000 délégués de l'Assemblée nationale populaire se sont réunis mardi et le feront jusqu'au 17 mars à Pékin. Ils doivent valider les noms qui composent le nouveau gouvernement chinois. Ils doivent aussi désigner le nouveau chef de l'État et le prochain Premier ministre. Sans surprise, Xi Jinping doit être officiellement désigné président de la République. C'est Li Keqiang qui doit prendre la tête du gouvernement chinois. Ce nouveau tandem doit présider aux destinées de la Chine, en principe pour les 10 ans à venir. La pression qui repose sur la nouvelle équipe dirigeante est énorme. Alors que la Chine confirme sa place de deuxième puissance économique mondiale, le pays affronte de nombreux défis. L'une des priorités de la nouvelle direction est le combat contre la corruption endémique au sein du Parti communiste de l'État. Le nouveau président a déjà affiché sa volonté de lutter contre la corruption. De nombreux Chinois attendent de maintenir des actes. L'autre défi est l'économie. La Chine doit redonner un coup de fouet à sa croissance, notamment en luttant contre les inégalités qui se renforcent à travers le pays. Les nouveaux dirigeants ont aussi affiché leur volonté de renforcer la consommation intérieure et de libéraliser sur l'économie chinoise. La nouvelle équipe dirigeante doit aussi répondre aux demandes de liberté de nombreux Chinois. Les questions environnementales sont aussi majeures. Les pics de pollution dans les grandes villes chinoises sont un des premiers sujets de mécontentement de la population. Le président vénézuélien Hugo Chavez est décédé mardi à Caracas à 58 ans des suites d'un cancer après 14 années de pouvoir sans partage, laissant son pays sous le choc et dans l'incertitude avant de nouvelles élections prévues dans les 30 jours. Les autorités ont décrété 7 jours de deuil et des funérailles nationales ont eu lieu vendredi pour Hugo Chavez, qui était aussi le chef de file de la gauche latino-américaine. Réduit au silence pendant une agonie de près de 3 mois, le président vénézuélien n'a pu prendre congé de ses compatriotes, mais il avait pris le soin de préparer sa succession en chargeant le vice-président d'assurer la transition et de se présenter comme candidat du Parti socialiste au pouvoir pour d'éventuelles élections. Le ministre des Affaires étrangères Elias Jao a confirmé dans la soirée que Maduro serait président pendant l'intérim et qu'un scrutin présidentiel serait organisé dans les 30 jours conformément aux instructions du président. Sur la transition, les interprétations de la Constitution divergent entre le gouvernement et la plupart des opposants qui réclament un intérim du président de l'Assemblée nationale Diosdado Cabello et non du vice-président.
La nouvelle de sa mort a été rapidement commentée à l'extérieur du pays. Le président bolivien Evo Morales s'est dit anéanti alors que le président Barack Obama a exprimé son soutien aux Vénézuéliens et espère des relations constructives à l'avenir. À Cuba, pays sous perfusion des pétrodollars vénézuéliens, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national et rappelé le lien très étroit qui unissait le leader cubain Fidel Castro et son héritier politique qui a accompagné son mentor comme un véritable fils selon la Havane. En Asie, les prix du pétrole se sont appréciés mercredi après l'annonce de la mort du président vénézuélien Hugo Chavez, qui ouvre une période d'incertitude au Venezuela, principal producteur de brut sud-américain. Pour compléter toutes ces informations de cette première partie de votre magazine d'information Le Monde dans 60 minutes, rappelons déjà parlant du Vatican qu'une conférence de presse des prélats américains a été annulée au cours de cette semaine qui s'achève à la demande non officiellement confirmée des autres cardinaux. Il est vrai que si Monseigneur Dolan, archevêque de New York, s'est fait tacler d'un peu charitable, nous n'avons pas besoin d'un shérif. Les cardinaux nord-américains qui se déplacent en groupe sont décidés à en découdre avec la curie romaine pour remettre de l'ordre et de la transparence comme ils l'ont fait dans leurs diocèses respectifs après les affaires de pédophilie sacerdotale et surtout de pédératie. Ils recherchent une entente avec d'autres cardinaux pour peser au moins une quarantaine de voix, ce qui correspond à la minorité de blocage nécessaire pour faire basculer le conclave, au cours duquel 2 tiers des 115 voix seront requises pour imposer un nom. Choisir le nom du 266e pape qui succède à un homme de paix usé moralement jusqu'à la corde par le manque d'harmonie de l'Église catholique, c'est d'abord un message donné au monde. L'Église catholique est vivante, l'Église en elle-même est vivante, mais elle est confrontée à une civilisation qui ne repose que très partiellement sur l'Évangile et se voit défiée en tant qu'institution sur son propre terrain religieux. Nous allons y revenir en tout cas dans nos prochaines éditions. Parlant du Venezuela, Hugo Rafael Chavez Fria, né le 28 juin 1954 à Sabaneta dans les Llanos au sud du Venezuela, est mort le 5 mars dernier à Caracas. Il était un militaire et homme d'État vénézuélien. Il était le 52e président de la République bolivarienne du Venezuela du 2 février 1999 à sa mort le 5 mars dernier des suites d'un cancer. Il était auparavant chef du parti politique du mouvement 5e République depuis sa fondation en 1997 jusqu'en 2007 quand il devint le chef de Parti socialiste unifié du Venezuela, en abrégé PSUV, se revendiquant du bolivarisme et d'un socialisme du 21e siècle. Il a mis en place un ensemble de réformes désignées sous le nom de révolution bolivarienne et comprenant la promulgation d'une nouvelle constitution, une politique de démocratie participative et la nationalisation des industries clés. Aujourd'hui, une question se pose: qui pour succéder à Hugo Chavez? Les obsèques d'Hugo Chavez également ont débuté à 11h heure locale le vendredi 8 mars à Caracas en présence d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, quasiment tous les présidents latino-américains comme Enrique Peña Nieto du Mexique ou Dilma Rousseff du Brésil, les alliés sulfurés du Venezuela, donc le Biélorusse Alexander Loukachenko et l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad étaient également présents. La cérémonie n'a pas été suivie d'un enterrement. La dépouille d'Hugo Chavez sera exposée au public 7 jours supplémentaires avant d'être embaumée. Pour l'heure et depuis le décès du commandante, l'heure est au recueillement pour des centaines de milliers de Vénézuéliens. Nicolas Maduro a prêté serment vendredi autour de 19h heure locale comme président du Venezuela, à part intérim en attendant des élections présidentielles dans les quelques jours à venir. On parle également du Kenya et on a parlé du Kenya au cours de cette semaine qui s'achève. Le camp du Premier ministre Raila Odinga, l'un des 2 favoris de l'élection présidentielle kenyane, a dénoncé comme trafiqués les résultats partiels qui donnent toujours en tête son grand rival Uhuru Kenyatta, appelant même en vain à un arrêt du dépouillement en cours. Donné en tête de la course depuis le début du décompte, le vice-premier ministre Kenyatta a eu une autre bonne raison de se réjouir jeudi. La justice internationale, qui le poursuit pour son rôle présumé dans les violences de la présidentielle de décembre 2007, a accepté de reporter à l'été prochain son procès. Voilà, madame, monsieur, vous êtes toujours sur Afrique Média, la chaîne de télévision panafricaine. L'émission que vous suivez, c'est Le Monde en 60 minutes, c'est votre magazine d'information. Dans un instant, la seconde partie, elle est réservée à la presse écrite.
Lundi dernier, on parlait de réformes et surtout des retraites. Hollande au pied du mur, rapportait le Figaro lundi, qui nous disait qu'après avoir violemment critiqué son prédécesseur sur ce sujet, le chef de l'État français pourrait à son tour être obligé de prendre des mesures radicales, écrivait le journal. Si rien n'est fait, remarque le Figaro, le déficit de l'ensemble de régime de retraite culminera à plus de 20 milliards d'euros en 2020. Pour redresser la barre, le gouvernement Ayrault promet une réforme à la fin de l'année. Le Figaro relevait qu'il pourrait choisir de repousser l'âge de départ à la retraite en tenant compte de l'allongement de la durée de vie. Les esprits semblent s'y préparer dans les rangs du PS. Reste à l'expliquer aux électeurs traditionnels du parti, notait le quotidien lundi. En page 24, le Figaro s'interrogeait vers une prime à la casse pour sortir du diesel. À cette question, le journal nous faisait savoir que pour inciter les automobilistes à se séparer de leurs vieux véhicules diesel jugés polluants, le gouvernement français pourrait créer une nouvelle aide à l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion récente. Ouest France, qui s'était intéressé au sujet lundi, nous disait lui que le diesel est dans le collimateur. Le quotidien rennais s'interrogeait également comment encourager les automobilistes à se débarrasser de leurs véhicules diesel pour acheter un modèle essence. Ouest France en voulait pour argument le gouvernement français qui émet l'idée d'une prime. Mais le principe d'une hausse de la taxe sur le gazole ne fait pas l'unanimité dans les rangs des minimes. La une Ouest France nous affirmait qu'un troisième soldat français a été tué au Mali. La Marseillaise confirmait cette information. Selon ce quotidien, ce soldat français a été tué près de la frontière algérienne dans de violentes opérations contre des groupes armés retranchés dans les montagnes. Dans son analyse, la Marseillaise indiquait que les morts supposées de 2 chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique n'empêcheraient pas ces groupes armés de poursuivre leurs activités, soulignaient les experts français. Libération ne mâchait pas ces mots. Mali, la guerre au tournant, indiquait le quotidien français qui soulignait qu'alors que le sort des otages était très incertain, un chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique aurait été tué et un autre aurait été touché. Toujours des suppositions depuis la semaine dernière. Sud-Ouest notait que le soldat tué au Mali était marmandais. Le caporal Cédric Charenton, c'est comme ça qu'il s'appelait, a trouvé la mort selon le quotidien de Bordeaux Rive Gauche lors d'un assaut au cours duquel au moins une quinzaine d'islamistes ont été tués. Le quotidien de la capitale française relevait qu'au Mali, ce sont de violents combats que font face les militaires français et c'est l'angoisse pour les otages et leurs familles. Le Parisien s'interrogeait également lundi. La solution au tabagisme, selon nos confrères, elle fait de plus en plus d'adeptes, mais aucune étude n'a encore été menée sur les risques de cette nouvelle façon de fumer. Le Monde s'interrogeait aussi lundi, faut-il taxer plus lourdement le diesel, cette addition française? Le Monde nous disait que l'éventualité d'une hausse de taxation du gazole en France suscite un vif débat au sein de la majorité. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, parlait de la tentation de la prime à la hausse et surtout à la casse. L'ouverture par le gouvernement français du chantier de la fiscalité écologique en fin d'année dernière avait avant tout pour objectif de dégager des recettes supplémentaires pour financer notamment le crédit d'impôt compétitivité emploi. Les Échos relevaient que l'alignement de la taxation du gazole sur l'essence a une place dans le pénal et surtout dans le panel des pistes possibles, avec le risque, bien sûr, craint le ministre français du redressement productif de pénaliser l'industrie automobile française. Arnaud Montebourg s'est donc invité à sa manière, c'est-à-dire au fracas dans le débat. Plutôt que de pénaliser les automobilistes, les constructeurs, je préfère inciter à la conversion, a-t-il déclaré sur Europe 1 dans le week-end. Les Échos notaient que c'est un point de vue que ne partage que partiellement la ministre de l'écologie Delphine Batho qui plaide pour l'affectation d'une partie des recettes de la hausse des taxes sur le gazole à une prime. Les Échos relevaient également que le scénario d'Arnaud Montebourg aurait évidemment la préférence des constructeurs hexagonaux, mais se heurte à l'obstacle budgétaire que l'on pointe à l'Élysée comme à Matignon. Dans ces pages 2 et 3, l'éditorial, le journal en fait nous disait, parlant de la présidence du MEDEF, que l'offensive de Parisot met ses rivaux au pied du mur. La présidente sortante du mouvement patronal veut modifier les statuts pour briguer un 3e mandat. Touche pas à mon code, pouvait-on lire à la une de l'Humanité. Le journal fondé par Jean Jaurès notait des mobilisations déjà mardi à l'appel de la CGT, de FO et de la FSU et surtout des solidaires contre le projet de loi qui reprend les propositions du MEDEF pour précariser l'emploi. En page 14, l'Humanité s'était intéressée à l'Europe avec la déferlante portugaise contre l'austérité. Justement, le journal catholique La Croix nous disait qu'en Europe, c'est un nouveau vent de contestation et indiquait que les politiques de rigueur instaurées dans de nombreux pays suscitent des mouvements de protestation
comme en Italie, au Portugal ou en Grande-Bretagne. La photo à la une du journal catholique nous montrait des manifestants portugais contre la politique d'austérité du gouvernement à Lisbonne samedi dernier. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien rapportait un règlement sucrier. Cannes, l'année clé, titrait le journal qui indiquait que ça devrait lui suffire pour être élu. En tout cas, c'était à lire dans les colonnes de ce journal. C'était dans la parution du lundi dernier. Mardi, le Figaro nous disait que l'impopularité de Hollande inquiète la gauche. Confronté à une impopularité record après 10 mois de mandat, le chef de l'État français va tenter, selon le quotidien français, ces prochaines semaines, de reconquérir l'opinion. Mais au PS, les interrogations sont nombreuses et au gouvernement, des dissonances se multiplient, écrivait le journal. Lundi dernier, le Figaro a également noté le changement de règne en Chine et nous indiquait que les deux hommes les plus puissants de Chine, le Premier ministre Wen Jiabao et le président Hu Jintao, ont cédé la place cette semaine à une nouvelle génération. Réforme de l'emploi en France, le pour ou le contre, enfin le pour et le contre, titrait le journal catholique La Croix mardi, qui nous disait que la CGT et FO manifestaient mardi contre le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi chez les syndicats comme dans les partis politiques. La réforme divise, écrivait le quotidien. À ce propos, justement, la Marseillaise nous affirmait que l'emploi n'est pas en sécurité, n'est pas mis en sécurité. Le journal de Marseille indiquait que la CGT FO, rejoint par la FSU et Solidaire, appellent à des grèves et manifestations, mardi en tout cas, contre le projet de loi de sécurisation de l'emploi. Un texte qui, selon nos confrères, porte mal son nom, auquel s'oppose le Front de gauche et qui suscite débat au sein même du PS. Sud-Ouest, le journal de Bordeaux, Rive Gauche, parlait de clivage syndical autour du transit du travail et rappelle que c'est la première fois depuis 1995 que FO et la CGT qui manifestaient en tout cas mardi, se retrouvent dans la rue contre un projet de loi. Cette réforme présentée mercredi au Conseil des ministres divise les syndicats. À la une de Sud-Ouest, Bernard Thibault, CGT et Jean-Claude Mailly, FO. La photo a été prise lors d'un défilé en 2009. Les deux hommes appellent à manifester. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, faisait le décryptage d'un projet de loi Made in MEDEF et parle d'une mobilisation aujourd'hui à l'appel de la majorité des syndicats contre le projet de précarisation de l'emploi, un dynamitage du code de travail. En page 5, L'Humanité nous disait que la loi d'amnistie sociale irrite aujourd'hui la droite et le MEDEF. En page 12, L'Humanité notait que la CGT veut s'implanter sur tous les sites. Quand on parle du MEDEF, c'est qu'on parle des patrons, et Libération nous faisait part des salaires des patrons qui sont aujourd'hui plafonnés. Le journal titrait à sa grande une, faisant comme les Suisses. Libération indiquait que le gouvernement français pourrait s'inspirer de la votation, limitant notamment les parachutes dorés. Le grand reportage de Libération, que vous deviez le trouver en tout cas en page 6 et 7, avait pour titre dans Port Saïd, la révoltée. Ils menacent de faire sauter leur usine. Aujourd'hui en France, affaire reportage chez les ouvriers en colère. Alors que leur fonderie risquait la fermeture, les ouvriers de l'Allier ont installé des bombes dans leur usine. Une radicalisation suivie de près par l'Élysée. Le journal le jour où la CGT FO appelait à manifester contre le projet de loi de réforme du marché du travail. En page 5, aujourd'hui en France, s'était intéressé au sida, surtout espoir et interrogation après la guérison d'un bébé. Ainsi, la guérison d'un bébé séropositif à la naissance vient d'être annoncée aux États-Unis. Une première toutefois accueillie avec prudence par certains spécialistes. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, notait qu'une nouvelle génération prend les commandes en Chine. Pour le quotidien, c'est un passage de témoin qui sera observé par la planète entière. C'était mardi en tout cas. Xi Jinping va succéder a succédé à Hu Jintao au poste de président de la République de Chine, tandis que Li Keqiang remplace Wen Jiabao à la tête du gouvernement. La position qui repose sur ces deux hommes et sur l'ensemble de la nouvelle administration chinoise est immense. Les Échos notaient qu'après 3 décennies de croissance fulgurante, l'équation chinoise se complique, même si l'atterrissage brutal que redoutaient certains analystes a été pour l'instant évité grâce à un rebond économique en fin d'année 2012. L'impératif des réformes ne fait plus de doute. Pour redonner un coup de fouet à sa croissance, écrivait le journal mardi, la Chine doit dynamiser sa consommation intérieure. Il faut pour cela qu'elle réduise les inégalités sociales, réforme le marché de l'immobilier et repense l'architecture
l'architecture de son système financier. La Voix du Nord rapportait un témoignage ce mardi et titrait « Les violences scolaires l'ont poussé à bout ». Selon le quotidien lillois, il y a 2 ans à Marquette-les-Lilles, Jonathan Destin, 16 ans, tentait de s'immoler par le feu. Les raisons de ce geste désespéré, les humiliations, raquettes et les menaces qu'il subissait depuis le collège. Aujourd'hui, il a livré, en tout cas son calvaire, à nos confrères de la Voix du Nord. En Suisse, après la votation sur les tarifs TPG, la chef du département de la mobilité et de l'environnement s'était confiée mardi dernier à la Tribune de Genève. Ses propos faisaient d'ailleurs la une du quotidien genevois. Michel Kunzler, oui, j'ai un problème d'image. Le journal nous disait que l'acceptation de l'initiative de l'Avivo sur les tarifs des TPG a pris tout le monde au dépourvu. La conseillère d'État en charge de la mobilité, l'écologiste Michel Kunzler, doit appliquer un texte qui pose des problèmes. Ce vote peut aussi être interprété comme un désaveu des TPG et de sa ministre de tutelle, écrivait le journal mardi. L'entretien, vous deviez le trouver dans les colonnes du journal genevois. Toujours en Suisse, le Matin indiquait que le Valais est en guerre contre la Suisse, furax de voir leurs terres dévaluées. Les Valaisans vont-ils devenir les Corses du pays avec Oscar Freisinger comme porte-drapeau, s'interrogeait le journal. Seul contre tous les autres cantons, ses habitants ont voté dimanche à 80% contre la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Et autre signal très fort, les électeurs valaisans ont fait un triomphe à l'UDC Oscar Freisinger, un des politiciens suisses les plus virulents, premier adepte bolchérien à pénétrer les portes d'un exécutif cantonal. En Belgique, le soir, s'était intéressé à la nouvelle hausse de tarifs de l'électricité. Selon les informations du quotidien belge, pour la 3e fois en 6 mois, Elia, le gestionnaire du réseau du transport haute tension, s'apprête à demander au régulateur une hausse de tarifs de transport pour l'obligation de service public pour le financement des mesures de soutien aux énergies renouvelables en Wallonie. Le soir, notez que la hausse devrait avoisiner les 8 €, faisant passer le tarif de 13,8 € à plus de 21 € par mégawatt-heure. Le journal de Montréal nous disait que le Canadien fait des jaloux. Le quotidien relevait qu'il y a 2 semaines à New York, John Tortorella avait accusé le Canadien de préconiser un style de jeu endormant. Après la victoire de 4-3 dimanche à Boston, Claude Julien a qualifié les joueurs du CH d'une bande de comédiens et que leur attitude représentait une honte pour le hockey. C'était tout pour les journaux de mardi dernier. Mercredi dernier, on parlait de la manifestation contre la flexibilité de l'emploi. Mélenchon et la CGT font un flop, nous apprenait le Figaro mercredi, et qui nous disait qu'après Paris, il n'était que 9000, qu'à Paris, il n'était que 9000, et les 175 défilés de la France entière étaient loin des 200 000 manifestants revendiqués par la CGT, associés à FO, FSU et épaulés par le Front de gauche pour dénoncer le projet de loi sur l'emploi. Le Figaro indiquait mercredi matin que le gouvernement français devait valider le texte qui ouvre de nouveaux droits aux salariés et davantage de flexibilité aux entreprises. En page 22, le Figaro relevait que Wall Street est au plus haut de son histoire. L'indice Dow Jones a dépassé mardi son précédent record d'octobre 2007, marquant le regain de l'économie américaine soutenu par les autorités financières. Pour le quotidien français, Le Monde, le gouvernement s'apprêtait à lancer une nouvelle cure d'austérité. Des économies supplémentaires de 4 milliards d'euros seraient demandées au ministère en fin de semaine. Libération parlait de chantage à l'emploi et notait que des salariés sont divisés. La réforme du marché du travail examinée en Conseil des ministres entraîne des sacrifices pour les employés, nous apprenait Libé mercredi. Le journal fondé par Jean Jaurès pensait que c'est bien parti contre l'ANI. Le quotidien indiquait qu'il y avait plus de 200 000 manifestants mardi à l'appel de la CGT, de FO et de la FSU, sans oublier de Solidaire. Lancement réussi de la campagne contre le projet de flexibilisation de l'emploi. Sujet que vous deviez retrouver en page 2 de l'Humanité. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, s'était intéressé aux retraites avec l'âge du départ à la retraite qui est à nouveau sur la table. Les Échos indiquaient que l'exécutif pose les jalons de la réforme des retraites qu'il prépare pour la fin de l'été. Il finalise cette semaine la feuille de route que devront suivre les 10 experts chargés de faire des propositions d'ici à juin prochain. Ce document, qui peut encore évoluer pour tenir compte des observations des partenaires sociaux, rappelle les différents problèmes susceptibles
susceptible de rétablir l'équilibre financier des régimes. Les Échos remarquaient cependant que même si rien n'est encore décidé, l'opinion d'un allongement de la durée de cotisation est donc officiellement sur la table. Le journal conditionne ses propos. Si elle était retenue, elle ne devrait pas intervenir avant 2020, car la loi de 2003 prévoit déjà un relèvement régulier jusqu'à la fin de la décennie. La réforme pourra aussi agir sur deux autres leviers, le niveau des ressources qui financent les régimes et le niveau relatif des retraites. En page 27 de l'éditorial de François Vidal, page 7, les Échos notaient que le Dow Jones se hisse au plus haut de son histoire, porté par l'espoir de voir la Réserve fédérale maintenir le cap de sa politique accommodante. L'indice phare de la bourse américaine a battu mardi en clôture de son record du 9 octobre 2007, touchant même un plus haut historique en séance à 14 296,37 points. La hausse en cours depuis plusieurs mois pourrait se poursuivre. Les actions américaines, selon nos confrères, présentent aujourd'hui une valorisation beaucoup plus attrayante qu'en 2007. En page 8, les Échos relevaient que le Premier ministre chinois Wen Jiabao quitte le pouvoir et annonce le doublement du déficit de l'État central en 2013. Le journal catholique La Croix confirmait qu'en Chine, c'est une nouvelle équipe et surtout d'immenses défis. Le quotidien indiquait que l'Assemblée nationale populaire intronise les nouveaux dirigeants qui devront s'attaquer à la corruption généralisée, à une pollution inquiétante et à des inégalités sociales croissantes. La photo à la une montre un 1er mai sur la place Tiananmen à Pékin. Le journal de Bordeaux, rive gauche sud-ouest, rapportait une triste nouvelle mercredi. Hugo Chavez rend les armes. Le charismatique et controversé Hugo Chavez, président vénézuélien depuis 14 ans, est mort mardi à Caracas au terme d'une longue maladie, une longue lutte contre le cancer. L'Est républicain confirmait cette information. Hugo Chavez est mort. Le président vénézuélien Hugo Chavez, 58 ans au pouvoir depuis 14 ans, est décédé mardi à Caracas des suites d'un cancer avec lequel il luttait depuis 2 ans. La Nouvelle République n'a pas manqué de nous dire que Hugo Chavez a été emporté par la maladie. La Nouvelle République a remarqué également qu'à Tours, le cortège contre la nouvelle loi sur l'emploi a rassemblé près de 1500 manifestants. La Marseillaise parle de l'emploi précarisé et nous disait que le temps monte. Le journal remarquait qu'à l'appel de la CGT et du FO, rejoint par la FSU et Solidaire, des dizaines de milliers de personnes ont défilé mardi contre l'accord controversé sur l'emploi signé par le MEDEF et les syndicats CFDT, CGC et CFTC, alors que le gouvernement propose de le transcrire tel quel dans la loi. La Marseillaise a noté également qu'à Marseille, le cortège entre 4 000 selon la police et 25 000 selon les syndicats est parti du Vieux-Port pour porter les revendications des salariés. Un autre rassemblement s'est tenu dans le département à Arles. En page 25, le journal de Marseille indiquait que Hugo Chavez est mort. Le commandant T s'est éteint en début de nuit à l'âge de 58 ans. Toujours réélu depuis 1999, il incarnait l'alternative politique démocratique de toute cette région du monde, écrivait le journal. Information confirmée en page 8 du journal de la capitale française Parisien qui affirmait que Hugo Chavez est mort. La grande une du Parisien était consacrée aux super-héros qui sont parmi nous. Le journal parisien en voulait pour preuve qu'en Grande-Bretagne, un homme déguisé en Batman a livré un malfaiteur aux policiers. En France aussi, on compte désormais une trentaine de ces drôles de justiciers masqués qui cachent de simples citoyens idéalistes. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien avait préparé mercredi un dossier à ses lecteurs sur la manifestation contre l'accord compétitivité-emploi et titrait mercredi « Touche pas à mes droits » selon nos confrères à l'appel de la CGTR et de FO rassemblés pour l'occasion. 1 millier de manifestants ont crié non à la régression sociale en cause l'accord national qui touche au droit du travail. Au cœur du cortège, Denis Irouva, un tamponné de 82 ans, auteur de Maloya revendicatif. En Belgique, le soir n'a pas oublié de souligner en sa page 10 qu'au Venezuela, Hugo Chavez a perdu sa dernière bataille. Le soir nous disait à sa grande une mercredi que Steven Vanakere a été remercié par la NVA. Le soir nous disait que le vice-premier ministre et ministre des Finances, CDV, a été rattrapé par l'affaire ACW Belfius et par l'offensive politique déclenchée par la NVA. Pour la libre Belgique, Vanakere a cédé à la pression. Le ministre CDV des Finances a démissionné suite à la mise en cause de son rôle dans l'affaire ACW Belfius. Cohen-Gins lui succède. Barre de Viver et ses propos faisaient la une de la Libre. Ma stratégie pour 2014. Le président de la NVA dévoilait sa stratégie pour 2014, rendre la NVA incontournable et imposer un changement
copernicien de l'État belge. L'interview exclusive de Barre de Viver était en page 4 jusqu'à 7 du journal belge. En Suisse, la Tribune de Genève, comme tous les journaux et quotidiens du monde entier, a remarqué le siège vide laissé par Hugo Chavez et titré « Chavez laisse son pays face à son destin ». Le président vénézuélien Hugo Chavez est décédé mardi dernier à Caracas à 58 ans des suites d'un cancer après 14 années de pouvoir, laissant son pays sous le choc et dans l'incertitude avant de nouvelles élections prévues dans les 30 jours. Au Canada, le journal de Montréal indiquait que la facture explose. Le coût des élections municipales de 2013 pourrait, selon le quotidien, augmenter de 25% à quelques jours des perquisitions menées par l'unité permanente anticorruption, notamment à l'hôtel de ville de Montréal. Le comité exécutif a augmenté le budget alloué aux prochaines élections municipales, écrivait le journal mercredi. Ce mercredi, en tout cas, ce sont donc 11,97 millions de dollars qui avaient été budgétés en 2009 pour élire l'équipe de l'ex-maire Gérard Tremblay à la tête de la ville. Lui désigner un successeur 4 ans plus tard nécessitera 15 millions de dollars. C'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal de Montréal dans sa parution de mercredi dernier. Et puis jeudi, les journaux et quotidiens du monde entier ont rendu jeudi un vibrant hommage au défunt président vénézuélien Hugo Chavez, l'un des chefs d'État les plus emblématiques du XXIe siècle. Et c'est le cas de l'humanité qui n'avait pour d'autre une que Hugo Chavez, El Libertador, pour ne pas dire le libérateur. Le quotidien catholique La Croix nous présentait le Venezuela sans Chavez et nous disait que l'émotion était vive à Caracas après la mort du commandante, l'homme fort du pays depuis 14 ans. La photo à la une du journal catholique a été prise avant, il faut le dire, mardi dernier à Caracas après l'annonce du décès de Hugo Chavez. Pour Libération, Hugo Chavez a passé l'arme à gauche. Après des années de transformation sociale, le Venezuela perd son leader charismatique. Libération s'interrogeait, l'État socialiste peut-il lui survivre? L'élément de réponse était en tout cas de la 2e à la 9e page du journal. La Marseillaise rapportait l'émotion de tout un peuple et nous disait que douleur et larmes prévalent le lendemain de la mort du président Hugo Chavez. Le monde s'interrogeait, il avait du charisme, le pays est plein de pétrole, mais quel avenir? Le quotidien français notait que le président vénézuélien est mort à 58 ans. Le journal a consacré des pages spéciales sur l'homme, son charme et ses failles, les larmes de ses partisans, son bilan, le portrait de son possible successeur. Vous trouverez, enfin, vous deviez trouver en tout cas toutes ces informations dans les colonnes du quotidien français Le Monde. Le Figaro nous disait qu'au Venezuela, le régime verrouille l'après Chavez. Selon nos confrères, Hugo Chavez avait minutieusement préparé sa succession. Alors qu'un élan de ferveur a saisi les Vénézuéliens dès l'annonce de son décès, un trio mené par le vice-président Nicolas Maduro a pris les rênes et devrait organiser les élections dans les jours à venir. Une autre succession qui faisait problème, c'est celle de Benoît XVI. Le Figaro indiquait que la tension monte du côté du Vatican. Le journal relevait que les cardinaux ne sont pas encore entrés en conclave, mais ils sont divisés. Le très influent clan des Italiens proches de la curie romaine suscite l'opposition des prélats étrangers. Selon le Figaro, c'est un bras de fer qui est en train de se jouer au Vatican au sein de l'Assemblée des cardinaux. D'un côté, les représentants des épiscopats américains et allemands, suivis par d'autres plus discrets, mais distants des Italiens. Ils veulent, relevait le journal, prendre le temps de se connaître avant de désigner le pape. Ils souhaitaient également une nouvelle gouvernance de l'Église. De l'autre, des membres de la curie romaine qui veulent aller vite et voudraient contrôler, c'est le terme utilisé par le Figaro, la succession. Premier point de fixation, la date d'entrée en conclave qui pouvait en tout cas être soulignée jeudi dernier. En page 3, le Figaro rapportait l'hypothèse du retour en politique de Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy qui met la gauche en émoi, écrivait le quotidien. Sujet relayé par le journal de Bordeaux-Rive-Gauche Sud-Ouest qui nous disait que l'ancien président français laisse filtrer pour la première fois ce qui n'était pas vraiment un secret. Il pense lui aussi à 2017. Reste à trouver une stratégie de retour, d'où la une du quotidien Sarkozy en sauveur. La dépêche du midi nous faisait un remake d'un film qui a bien marché, la plus belle et grande trilogie de tous les temps, Retour vers le futur. Sarkozy, Retour vers le futur, pouvait-on lire à la une du journal toulousain qui nous disait que l'ancien président n'exclut plus un retour à la vie politique.
Eh bien, la journée internationale de la femme a été célébrée vendredi et la Dépêche du Midi faisait déjà les portraits de femmes exemplaires en Haute-Garonne. Jeudi, le quotidien notait que la lutte des femmes pour l'égalité des droits dépasse toutes les générations et toutes les catégories sociales à l'occasion de la journée de la femme. Bien sûr, vendredi, la Dépêche a mis en valeur des femmes exemplaires dans différents domaines. Braquage et meurtre d'un bijoutier, le procès du crime qui a secoué le Cambrésis se faisait la une du journal lillois La Voix du Nord. Le quotidien faisait un retour sur cet événement le 3 février 2011 où le braquage avait mal tourné. Poignardé dans sa bijouterie, Hervé Bouquignot succombait à ses blessures. Le procès des 3 jeunes auteurs présumés s'est ouvert en tout cas jeudi dernier devant la cour d'assises de Douai. La veuve de la victime qui a rapidement rouvert la boutique a témoigné dans les colonnes de La Voix du Nord jeudi dernier. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, nous faisait part de jeudi en tout cas de la fin du suspense Renault. Au moins 2 syndicats FO et CGC ont annoncé leur intention de signer l'accord pluriannuel de compétitivité ouvrant la voie à une adoption formelle le 12 mars prochain en CCE. Depuis l'automne, la direction menait ces négociations pour abaisser le point mort de ces usines françaises très peu remplies. Selon Les Échos, l'accord prévoit notamment une baisse de 15% des effectifs dans le pays, c'est-à-dire 8 200 départs, la perte de jours de congé à la faveur du passage aux 35 heures et un gel des salaires cette année. En échange, la direction ne fermera pas d'usine dans l'Hexagone d'ici la fin 2016 et s'engage à augmenter les volumes de production de 33%. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien a consacré 4 pages pour un dossier consacré à la journée internationale de la femme vendredi et faisait parler quelques femmes. Les femmes apprennent à s'assumer. La grande une du quotidien était consacrée à la passe de l'Ermitage où des surfeurs ont sauvé un pêcheur emporté par une vague en direction de Passe l'Ermitage. Un pêcheur doit sans doute la vie à plusieurs surfeurs qui l'ont secouru mercredi dernier. En Belgique, la Libre nous faisait part, nous disait que le continent pleure. Chavez, escorté par des proches du chef de l'État, des membres du gouvernement et des centaines de milliers de sympathisants. Le cercueil d'Hugo Chavez a été déposé mercredi à l'Académie militaire de Caracas où a été dressée une chapelle ardente jusqu'à ses funérailles qui était prévu en tout cas vendredi. Écrivain nos confrères, Caracas annonce bien sûr des élections dans le mois. Dans ses pages 28-29, la Libre remarquait qu'après le cheval, le porc se cache dans les assiettes belges. Du porc a été détecté dans des produits qui ne devaient pas en contenir. L'autre quotidien belge, Le Soir, parlait de l'indexation qui protège mieux. Selon le journal, le pouvoir d'achat des ménages plus pauvres diminue de 2 000 € par an malgré l'indexation des salaires. Le Soir parlait également de retour de Sarkozy, homme de devoir en politique. En Suisse, l'emploi faisait problème. La Tribune de Genève notait que le taux de chômage reste inchangé en Suisse. Il demeure, selon le journal, sur un mois en février à 3,4% de la population active. Au total, 146 001 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, soit 2157 de moins en janvier. La Tribune de Genève relève que sur un an, le chômage a augmenté de 12 847 personnes, soit 9,6%. Le chômage des jeunes 15 à 24 ans a diminué le mois dernier de 682 personnes, moins 3,2%, donc passant à 20 525 personnes. Par rapport à février 2011, il a augmenté de 1445 personnes, soit 7,6%. Au Canada, le journal de Montréal rapportait le méga procès des motards et titrait 11 millions de dollars sur les bras. Le quotidien de Montréal notait que 4 ans après l'opération Shark, aucun des 5 méga procès des Hells Angels n'a encore débuté devant le jury. Mais ces procédures judiciaires ont coûté près de 9 millions de dollars à l'État en frais de défense des motards accusés. Les Québécois ont payé 11,4 millions de dollars pour permettre à 118 motards et trafiquants de drogue accusés dans des méga procès d'être défendus par des avocats depuis un peu plus de 2 ans. C'était à lire dans les colonnes du journal de Montréal. La journée du vendredi nous faisait remarquer qu'une femme belle est le paradis des yeux, l'enfer de l'âme et surtout le purgatoire de la bourse.
comme le disait Bernard Fontenelle. Et bien sûr, le 8 mars 2013, cette date marquait la journée internationale de la femme et les quotidiens et journaux du monde entier n'ont pas manqué à la règle de bienséance en faisant un hommage aux femmes ce jour. Et c'était le cas, en tout cas, pour le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, qui pour cette journée du 8 mars avait sélectionné 8 femmes qui sont les rédactrices en chef, qui étaient les rédactrices en chef d'un jour. Il s'agissait en tout cas de Marie-Georgette Bouffet, députée Front de Gauche, Nadia Chaban, députée tunisienne, Irène Fachon, médecin, Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, Sophie de la Rochefoucauld, comédien, Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture du Mali, Bernadette Trick, militante CGT à Sanofi, Nadiat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, qui ont visité l'actualité vendredi dernier. L'Humanité, en tout cas, offrait vendredi le parcours de combattantes des mères seules. À ce propos, et surtout à l'occasion de la journée des droits des femmes, la Nouvelle République publiait au fil des pages une série de témoignages au féminin. La une nous disait tout, journée de la femme, Tourangelle à la une. Ouest France Bretagne, à cette occasion, trouvait un moment pour s'interroger. Êtes-vous féministe? Le quotidien rennais a tendu le micro à des passants à Rennes pour connaître leur opinion sur le féminisme. C'était à lire également dans les colonnes du journal l'interview de la ministre française Nadiat Vallaud-Belkacem, ministre française des droits des femmes. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, La Voix du Nord rapportait les nouveaux visages du féminisme régional. Le journal de Lille notait que les associations se réclamant du féminisme sont de plus en plus nombreuses dans la région. Et oui, en pages 2 et 3 et 34, vous deviez trouver les créations d'entreprises au féminin freinées par les préjugés tenace. Nice Matin s'était également intéressé aux femmes d'exception 22 azuréennes et varoises qui montre en tout cas la voix. Benoît Groul racontait dans les colonnes du journal 70 ans de féminisme. En tout cas, les femmes en Corse, c'est le deuxième pouvoir, comme nous l'indiquait Corse Matin vendredi dernier. Journal qui nous disait qu'elles sont présentes dans tous les domaines. Elles en remontrent souvent aux hommes. Le journal de Montpellier et sa région Midi Libre, dans son édition spéciale de vendredi pour la Journée internationale des femmes, a eu l'occasion de mettre les Languedociennes à l'honneur. Elles sont des héroïnes d'un jour. La Marseillaise, le combat nous disait que le combat n'est pas facile, même s'il, il faut le dire, il est très rude pour les femmes qui veulent toujours se faire entendre. Le quotidien marseillais notait que les droits avancent dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Parlant de combat, le journal catholique français La Croix notait que l'Europe manque de femmes à sa tête. La question de parité se pose dans les instances européennes. 2 commissaires et une députée proposent des solutions à l'occasion de la journée de la femme. La photo à la une du journal nous montrait le vote au Parlement européen de Strasbourg en 2012. Depuis 2010, la députée italienne Licia Ronzulli amène régulièrement sa fille Victoria en session. Il s'agit, selon le journal, pour elle de militer pour une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Dans les colonnes du quotidien de la capitale française, Nadiat Vallaud-Belkacem, ministre française des droits des femmes, révélait les sanctions auxquelles s'exposeront les entreprises qui ne lutteront pas contre les inégalités des salaires entre hommes et femmes. Ces propos faisaient d'ailleurs la une du journal Inégalité salariale, des sanctions dans 6 mois si rien ne se passe. Stationnement, la menace des PV à 35 €, pouvait-on lire à la grande une du Parisien qui nous disait que pour financer les grands projets de l'État, notamment le super métro parisien, le gouvernement français envisage d'augmenter les prix des PV de stationnement jusqu'à 35 €. En exclusivité, en tout cas, le quotidien français Le Monde était avec les soldats français à la poursuite d'Al-Qaïda au Maghreb islamique au cœur de la guerre dans le nord du Mali. Jean-Philippe Rémy, reporter de Le Monde, racontait la chute d'une citadelle d'Aqmi, un récit et des photos exceptionnelles que vous deviez trouver, en tout cas, dans les pages et surtout les colonnes du journal français. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Le Monde a consacré quelques colonnes à la mère de l'humanité. À propos des droits des femmes, le quotidien notait qu'il faut encore un effort et nous disait que les hommes veulent combattre les stéréotypes. Parlant du Mali, le Figaro relevait que Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, s'était rendu jeudi à Gao et dans le massif de l'Iforas, considéré comme le sanctuaire des groupes terroristes, pour saluer le courage des troupes françaises. Il a déclaré, je cite, « La mission n'est pas finie. C'est après que, progressivement, nous nous retirerons pour laisser la place à une mission africaine ».
La grande une du Figaro était consacrée à un sondage à 1 an des municipales. Le Figaro remarquait que la droite ne profite pas des difficultés de la gauche en dépit de l'impopularité de l'exécutif français. Le rapport de force dans la perspective des élections municipales de 2014 donne l'avantage à la gauche. Le journal de Bordeaux, Rive Gauche Sud-Ouest, nous donnait vendredi le CV idéal du futur pape. Le quotidien indiquait que les clans se forment au Vatican avant l'ouverture du conclave. Le successeur de Benoît XVI devra réunir d'éminentes vertus, relevait Sud-Ouest, qui a fait le tour d'horizon des favoris. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, nous disait comment les profits des stars du CAC 40 résistent à la crise. Selon le journal, les bénéfices des fleurons de la côte française ont reculé de 28% en 2012 à 53 milliards d'euros. De lourdes dépréciations d'actifs ont affecté les comptes de nombreux groupes. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, dans son dossier sur l'espérance de vie, notait que les Réunionnais ont gagné 30 ans. Le journal nous disait que depuis les années 50, les Réunionnais ont vu leur espérance de vie progresser de 30 ans, passant de 75,5 ans pour les hommes et 82,6 ans pour les femmes. On va terminer cette revue de la presse, cette seconde partie de votre magazine d'information par la Suisse avec la Tribune de Genève qui indiquait que Genève subit déjà le forcing fiscal de Bruxelles. Selon nos confrères, l'Union européenne exige que la Suisse mette un terme à l'imposition différenciée des sociétés. Les menaces de l'Union européenne créent une instabilité qui pénalise l'économie de l'arc lémanique, écrivait la Tribune de Genève vendredi dernier. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Édition de ce samedi 9 mars de l'an de grâce 2013. Hier, on célébrait encore la journée internationale de la femme, pour ne pas dire la journée internationale des droits des femmes, et surtout les femmes du monde entier ont bien pu se montrer un peu partout dans les places publiques. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, comme le disait Molière, la femme est franche quand elle ne dit pas de mensonges inutiles. Bonne journée à toutes et à tous et surtout restez. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.